Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un petit peu spéciale. C'est un décryptage du rapport 2025 de la FEDESA. Donc, si vous êtes opérateur de centre de self-stockage, vous connaissez sûrement ce fameux rapport qui sort chaque année, à peu près à la même période. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, pour contextualiser pour celles et ceux qui ne connaissent pas, la FEDESA réalise donc une étude chaque année autour de 21 pays et soit près de 6000 centres. Et donc cette étude de marché a pour but d'expliquer, de démontrer l'évolution du marché du self-stockage. Donc c'est une sorte de photographie du self-stockage durant l'année en cours lors de ce rapport, mais également il sert aussi à se projeter sur les années à venir. Donc ce rapport, c'est finalement une véritable pépite. Donc un grand merci à la FEDESA de réaliser chaque année ces rapports. Ça nous permet, nous, en tant qu'opérateurs, d'avoir une visibilité sur notre marché, mais également de se projeter sur les futures tendances à venir donc de ce marché. J'en profite également pour vous signifier que je serai présent cette année au salon de la FEDESA qui aura lieu à Bordeaux. C'est un salon spécialisé dans le self-stockage où on retrouvera donc tous les grands prestataires du self-stockage. Donc je suis vraiment ravi de participer à ce salon. Je serai en compagnie de Cédric Padilla, donc l'expert du self-stockage. Donc voilà, introduction, parenthèse finalisée. Mais avant de commencer, si l'investissement dans les centres de self-stockage vous intéresse, je vous ai préparé un starter kit. Le lien est dans la description, il est 100% gratuit et il vous permettra de comprendre le marché du self-stockage et de vous apporter des petites pépites justement pour vous aider à vous lancer dans ce marché très rentable. Parlons maintenant du nouveau rapport de la FEDESA 2025. Donc l'année dernière, on parlait encore d'un marché en pleine expansion. En 2025, on sent que l'on est, alors je vais vraiment le mettre entre guillemets, dans un marché un peu plus mature. Vraiment à prendre avec des pincettes, ce que je suis en train de dire. Donc l'idée finalement, c'est de balayer tout ce rapport à travers plusieurs chapitres et de vous donner mon retour, ma vision de ce rapport. Donc chapitre numéro 1, c'est la taille et la structure du marché du self-stockage. Pour ce rapport, je vous propose donc, vu la quantité d'informations que je vais vous donner, je vais avoir à mon compagnie mon ordinateur pour venir voilà, apporter ces notes car je ne suis pas capable de retenir tout le rapport dans son intégralité. Alors, la FEDESA estime donc en 2025 avoir comptabilisé plus de 10 000 sites, précisément 10 571 sites pour 17,7 millions de mètres carrés. Donc ça, c'est en Europe, bien entendu. Les 4 pays leaders sont, comme d'habitude, l'Angleterre, puis l'Espagne, la France et l'Allemagne. Donc ils pèsent chacun 75% des surfaces de l'Europe d'un point de vue du self-stockage. Donc ça vous donne un petit peu la répartition des autres pays qui sont bien en retard, bien à la traîne. Et comparer également, pour vous donner juste un ordre d'idée, la France, elle, représente 2,69 millions de mètres carrés, donc elle représente 15% de l'Europe. La croissance continue d'évoluer, mais plus doucement. On a pris 6% de surface en plus en Europe, mais avec encore une vraie différence entre pays. Comme je vous l'ai dit, 4 pays dominants, mais le leader incontesté, et ça depuis des années, ça reste donc le Royaume-Uni qui est archi dominant. Il pousse fort la France et qui reste donc en troisième position avec environ donc 720 sites actifs en France. On est bien loin également des États-Unis qui ont 0,8 mètres carrés de box par habitant, sachant que vous voyez un petit peu la taille des États-Unis et vous imaginez très simplement le nombre de centres de self-stockage. En Europe, on est à 0,034 mètres carrés par habitant. Donc oui, il y a encore de la place pour monter des centres, même si le marché devient de plus en plus sélectif. En tout cas, c'est ce que nous montre ce rapport.
On entre donc dans une phase, personnellement, que je considère de professionnalisation et c'est tout l'intérêt de cette chaîne, de cette formation et des interviews que je mène tout au long de l'année. Les marges se resserrent, certes, mais restent encore solides. Je vous propose maintenant de parler du taux d'occupation et des revenus du self-stockage. Donc pour vous donner un ordre d'idée, le taux d'occupation moyen en Europe, il est de 82% en 2025, mais en légère baisse en France, donc de 79% le taux d'occupation. Le prix moyen en Europe, il est de 26 euros par mètre carré par mois, et ça, TTC. La France, elle, tourne entre 23 et 25 euros TTC par mètre carré et par mois. Le revenu moyen par site a augmenté de 3 à 4% grâce aux hausses tarifaires. Donc les prix au mètre carré ont augmenté sur la France. Et la durée de location moyenne est de 14 mois, donc en légère baisse. Concernant la clientèle, on est toujours à peu près pareil, 72% de particuliers et 28% de professionnels. Ce que je trouve intéressant, c'est que malgré l'inflation et les taux d'intérêt qui ont augmenté, ce n'est pas une légende, le marché reste encore rentable et stable. La rentabilité moyenne, d'après le rapport, reste autour de 10 à 12% net pour les indépendants. Donc ce qui sauve les opérateurs, c'est leur flexibilité, leur agilité pour pouvoir adapter rapidement leurs tarifs, leurs offres et ainsi rester compétitifs. Et ce, malgré un marché encore fluctuant et de plus en plus difficile à, on va dire, travailler, à anticiper. J'aimerais donc revenir sur les taux d'occupation moyens. Comme je vous ai dit, en Europe, on est aux alentours des 82% le loyer net est de 294 euros par mètre carré hors taxe en France contre 312 euros en Europe. Ce que je veux dire par là, c'est que la France est juste en dessous de la médiane, donc à des prix au mètre carré plus bas que la médiane européenne. Et concernant le taux d'occupation, il a également chuté de 5 points en France, alors que les autres pays comme l'Angleterre, comme l'Espagne ou encore l'Allemagne ont eux augmenté de 5 points. Donc on constate une véritable pression sur l'occupation avec donc une baisse donc, des taux de remplissage. Donc la FEDESA constate que dans plusieurs pays européens, les centres de self-stockage sont un peu moins remplis qu'avant. Par exemple, si un centre était à 87% en 2023, il est souvent descendu à 81 ou 82% en 2024 ou 2025. Donc c'est une baisse d'environ 5 points que l'on appelle donc pression sur l'occupation. Ce n'est pas un effondrement du marché, il ne faut pas forcément s'inquiéter, c'est juste une tension temporaire qui est due à plusieurs facteurs qu'on va regarder tout de suite. Donc, tout d'abord, une concurrence accrue. Effectivement, le rapport indique beaucoup plus de nouveaux centres qui viennent d'ouvrir en Europe depuis 2022 et 2023. Donc, l'offre a augmenté plus vite que la demande dans certaines zones. Donc c'est un effet tout à fait mécanique puisqu'il y a plus de choix pour les clients, moins de remplissage pour chaque site et parfois donc une bataille tarifaire qui a lieu entre certains opérateurs. Donc exemple, dans une ville où il y avait 3 centres en 2022, il y en a 6 en 2025 et donc la demande se répartit. On note également, et ça c'est très important à prendre en compte pour le self-stockage, un ralentissement du marché résidentiel. En effet, la FEDESA note un lien direct entre le self-stockage et l'immobilier résidentiel. Quand les gens déménagent, achètent ou vendent, ils louent souvent un box temporairement, le temps d'aménager. Or, depuis 2023, les taux d'intérêt sont de plus en plus élevés, donc ça a ralenti considérablement les ventes ou les achats immobiliers. Donc aussi moins de déménagements et mécaniquement, il y a aussi moins de nouveaux clients transitionnels pour le self-stockage. Donc qui dit moins de mouvement dans les logements, moins de stockage et moins de locataires de box. Enfin, dernier élément, c'est qu'il y a des ouvertures plus rapides
que la demande dans certaines zones. En effet, la FEDESA observe que certains marchés comme l'Espagne, la France, le Benelux ou encore les pays nordiques ont connu une véritable forte vague d'ouverture ces dernières années. Donc en 2023 et 2024, beaucoup d'investisseurs ont lancé leur projet en pensant que la demande allait suivre immédiatement. Résultat, donc des centres récents ont atteint 80% de remplissage. Cela ne veut pas dire que la demande a disparu, mais qu'elle met plus de temps à absorber l'offre nouvelle. Donc maintenant, parlons de la France, c'est ce qui nous intéresse ici. Donc la FEDESA note que la France suit à peu près la même tendance. Donc le taux d'occupation moyen est en dessous de l'Europe, 79%. Il était à 84% l'année dernière. Les causes, c'est toujours pareil, c'est la multiplication des petits opérateurs urbains, le ralentissement des déménagements, l'explosion des plateformes telles que JeStock, CoStockage, qui proposent des offres partagées, des co-stockages, donc qui permettent de proposer d'autres solutions de stockage en alternative finalement au centre de self-stockage. Cependant, encore une fois, il n'y a pas de quoi s'inquiéter car le marché reste sain, les loyers continuent d'augmenter, la notoriété du self-stockage progresse en tout cas en Europe, on verra après pour la France, et les taux de vacances sont encore faibles comparés finalement à l'offre dans d'autres secteurs immobiliers. En résumé, donc sur ce chapitre concernant la pression du taux d'occupation, cela signifie donc que les box se remplissent, mais un peu moins vite qu'avant. Il y a plus de concurrence, plus d'ouverture simultanée et moins de mobilité résidentielle sur la période. Donc le message de la FEDESA n'est absolument pas alarmiste, c'est une phase de normalisation après plusieurs années de forte croissance. Donc les opérateurs expérimentés comme toi, si tu suis cette chaîne, savent que le remplissage se joue désormais sur la différenciation des services, l'emplacement, la proposition d'offres différentes de la concurrence et finalement arriver à se différencier dans un marché qui va devenir de plus en plus concurrentiel, d'où l'intérêt donc de se professionnaliser et de proposer donc une expérience client, une automatisation là où certains centres ne l'exploitaient pas précédemment. En résumé, pour la France, on note 720 sites, donc plus 5% en 2024. 2,1 millions de mètres carrés de self-stockage, donc plus 7%. Le prix moyen entre 23 et 25 euros par mètre carré, donc il est en hausse de 4%. Et le taux de notoriété, lui par contre, est de 25% seulement. En effet, un Français sur 4 connaît le self-stockage. Donc même si le marché est mature, les grandes villes, dans les grandes villes en tout cas, il reste beaucoup d'espace en zone secondaire. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez vous lancer dans le self-stockage, à regarder ces zones-là parce qu'il y a aussi de la demande. Et ça, on le voit sur le terrain, tels que Toulouse, Lyon, Bordeaux sont déjà bien couverts par le self-stockage, mais les villes moyennes, elles, restent complètement sous-équipées. Donc c'est important, voilà, si vous avez une stratégie d'ouverture de centre, d'aller vous réfugier, entre guillemets, ou diriger vers des villes de taille moyenne, car il y a encore de la demande dans ces secteurs-là. Ensuite, j'aimerais parler de la notoriété. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, la France a un Français sur 4 qui connaît le self-stockage, donc c'est relativement peu, d'autant plus que la FEDESA dit que seuls 42% des Européens repèrent un site local. Donc, vous voyez, en fait, les gens voient des entrepôts, mais ne savent pas forcément qu'il s'agit de self-stockage et ne savent pas surtout ce que c'est que le self-stockage. Donc, la France, elle aussi, est une anomalie de la notoriété parce qu'elle est en dessous de ses pairs. Donc, les gens ne connaissent pas forcément le self-stockage, le service. Le langage box, garde-meuble, du coup, dilue le mot self-stockage. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a tout un travail en tant que nous, opérateurs, et vous, futurs investisseurs, sur la démocratisation de ce service qui, naturellement, va évoluer dans les années à venir. Mais il y a un véritable travail pour aller démocratiser ça si l'on veut augmenter notre demande et surtout aller chercher des taux d'occupation plus élevés. Qu'est-ce qui a changé entre 2024 et 2025 concrètement ?
Tout d'abord, en Europe, il y a eu une baisse du taux d'occupation. On a perdu 0,8 points. La France, elle, est dans les grandes baisses avec moins 5 points par rapport à 2024. Les loyers, eux, ont augmenté en Europe. On a pris 5,4%, donc on est à 312 euros par mètre carré par an. Les particuliers ont énormément augmenté comparé aux professionnels par rapport voilà, au remplissage, à l'occupation. Moi, j'aimerais que l'on parle aussi des opérations IA, puisque c'est massivement déployé depuis l'année 2024. On a vu arriver notamment le pilotage à distance qui est en forte progression. Donc, ce que j'ai trouvé marquant du coup dans ce rapport, c'est la montée des centres finalement automatisés. On parle beaucoup de contrôle d'accès connecté, de gestion à distance, avec l'arrivée de grands opérateurs, de grands groupes tels que Kinovis qui vient révolutionner un petit peu tout ça. En 2025, d'ailleurs, la majorité des nouveaux centres sont 100% automatisés. Donc ça réduit les coûts d'exploitation, ça permet d'être rentable plus rapidement sur des surfaces même plus petites, souvent moins de 1000 mètres carrés. Et la France, du coup, suit cette voie avec une explosion des modèles drive-in container ou des micro-centres urbains. Donc, drive-in container, c'est des containers comme Risotener le fait très bien. Voilà. Ou encore des micro-centres urbains comme chez moi. Alors finalement, toutes ces analyses, qu'est-ce que ça implique concrètement pour nous, opérateurs de self-stockage? Tout d'abord, je dirais que j'ai pu remarquer dans ce rapport qu'il y a eu une hausse de la demande d'un point de vue des particuliers. Ce qui veut dire peut-être qu'en tant que nous, opérateurs, il faudra adapter notre price mix par rapport à ces clients-là. Peut-être proposer des offres plus court terme ou des box de plus petite taille. Alors pour les centres qui sont déjà complets, peut-être justement retravailler sa grille tarifaire pour libérer certaines grandes tailles de box et venir redécouper des grands box en plus petits box pour aller chercher encore plus de rentabilité. Ensuite, le particulier peut justement avoir besoin de box, mais ne vous contactera peut-être pas durant les horaires d'ouverture de votre centre. Et en fonction de l'âge, du genre, on a constaté que les modèles de contact, les leviers de contact qu'ils utilisaient sont complètement différents. Certes, on savait que les contacts passaient par téléphone, d'où l'intérêt d'être disponible avec un créneau horaire le plus large possible. Mais personnellement, la nuit, je dors, et comme la majeure partie des Français, donc d'où l'intérêt de travailler sur des modules de réservation en ligne ou encore des chatbots IA qui permettent de répondre à toutes leurs demandes. Pour ce qui est aussi de la partie téléphonie, pourquoi pas ne pas déléguer cette partie-là à des centrales d'appel qui viendront prendre les réservations pour que vous puissiez rappeler demain. Travailler sur des modules d'email également. Et enfin, moi je ne mettrai pas de côté le levier des réseaux sociaux, car oui, une grande partie de la clientèle peut se trouver sur les réseaux, donc d'où l'intérêt de capitaliser aussi sur ces plateformes-là qui voilà, peuvent générer du contact. Enfin, un autre élément que j'ai pu constater, c'est que en France, comme je disais tout à l'heure, la notoriété du self-stockage est la plus faible d'Europe et les mots-clés qui sont les plus recherchés ne sont absolument pas self-stockage. Donc, par pitié, si vous êtes opérateur de self-stockage et que vous travaillez sur Google Ads, évitez les mots-clés self-stockage. Ce ne sont pas ces mots-clés qui sont recherchés. Travaillez plus sur des mots-clés tels que box ou encore garde-meuble, car ce sont ces mots-clés qui parlent à la majorité de vos futurs clients. Enfin, avant-dernier chapitre, je ne pouvais pas parler de ce rapport sans parler d'intelligence artificielle, car si vous suivez cette chaîne, vous savez que c'est mon grand dada. Donc l'intelligence artificielle, c'est un gros chapitre de ce rapport de la FEDESA. Comme je vous ai dit, 90% des opérateurs utilisent l'intelligence artificielle.
Alors, cela ne veut pas dire que 9 opérateurs sur 10 utilisent des robots humanoïdes. Non, il ne faut pas s'inquiéter de ça. Mais par contre, la quasi-totalité des exploitants européens et des nouveaux exploitants aujourd'hui ont une forme d'intelligence artificielle dans leur gestion quotidienne. Donc, ne mettez pas de côté l'intelligence artificielle, ça peut énormément vous rendre service. Alors, quelles sont les formes d'intelligence artificielle qu'utilisent les centres de self-stockage? J'ai noté donc plusieurs domaines. Tout d'abord, le marketing et l'acquisition de clients. Ben, intégrer l'IA dans Google Ads pour générer ses annonces, dans les Meta Ads pour donc c'est les annonces Facebook ou Instagram, des outils CRM comme HubSpot, System.io ou encore d'autres permet donc d'optimiser, l'intelligence artificielle permettra d'optimiser vos campagnes et le ciblage publicitaire. Voilà une idée d'utilisation. Ensuite, la tarification dynamique, des logiciels qui permettent d'ajuster automatiquement les prix en fonction des taux d'occupation. Donc Stora le propose, EasySpace, Sitelink également. Donc ça permet de maximiser les revenus au mètre carré sans perdre des clients. Ensuite, bien entendu, les chatbots IA, donc sous toutes ses formes, qui permet de répondre aux demandes des clients 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc là aussi, si vous avez besoin d'intégrer des chatbots, n'hésitez pas à me consulter. C'est quelque chose qu'on sait parfaitement faire chez nos clients, que ce soit nos clients issus des formations, mais également des accompagnements. Ensuite, l'intelligence artificielle peut être utilisée comme analyse des performances. Vous pouvez tout à fait avoir des tableaux de bord d'intelligence artificielle comme Google Data Studio ou encore Supabase. En fait, on peut tout à fait créer donc des outils qui permettent d'analyser les performances de votre site. Kinovis le propose parfaitement bien, analyse donc vos datas, permet d'identifier les périodes creuses, de mesurer le ROI marketing, etc. Donc voilà un exemple. Et ensuite le contenu automatisé, donc utiliser ChatGPT classique donc pour rédiger des posts, rédiger des emails, répondre à des avis Google, etc. Donc ça permet de gagner du temps sur la partie administrative et commerciale. Ensuite, quand on parle d'IA, il faut forcément parler du remote management. Donc, c'est l'explosion du pilotage à distance, le contrôle d'accès à distance. C'est l'un des plus gros changements de 2025. Donc, c'est finalement des centres qui sont gérés à distance sans présence physique permanente. Donc, tout est contrôlé via le cloud, accès, contrat, paiement, vidéo, support client, bref, vous avez vu la quantité de tâches que peuvent être effectuées par l'intelligence artificielle. Il existe tout un tas d'outils. Encore une fois, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me consulter. Et c'est très important pour vos centres pour venir maximiser votre taux d'occupation, vos prix au mètre carré et baisser vos périodes creuses et bien entendu réduire et augmenter votre rentabilité. Donc concrètement, le remote management, c'est quoi? C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, des portes contrôlées à distance par un système de contrôle d'accès, de la vidéosurveillance connectée depuis votre téléphone, ça vous connaissez sûrement, des capteurs de mouvement qui permettront de savoir qui rentre et sort dans les box, qu'on pourra même coupler avec le type de client pour savoir que tel type de client peut rester plus ou moins longtemps en fonction de son profil. Ça permettra d'adopter donc ses prix par rapport à ce type de client-là. Des capteurs d'humidité, des capteurs d'ouverture, de la signature électronique également, tels que DocuSign, YouSign, qui vont vous permettre de vous faire gagner du temps et donc du coup de signer plus facilement, de convertir plus facilement vos clients. Le paiement et la relance automatisée, donc grâce à Stripe, GoCardless, voilà, Kinovis l'utilise parfaitement bien. Des interfaces clients 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc finalement, le gérant n'a presque plus besoin d'être sur site. Il supervise plusieurs centres, comme je le fais personnellement, depuis un seul poste ou une tablette. Bref, pourquoi c'est stratégique pour vous? Ça permet de baisser massivement vos coûts, plus besoin d'un personnel à temps complet. L'évolutivité, tu vas pouvoir ouvrir donc plusieurs centres facilement sans alourdir ta structure. La réactivité, également, tu vas pouvoir avoir une intervention immédiate via un accès distant. La formation des opérateurs
ben voilà, ça tu vas pouvoir l'enlever puisque l'intelligence artificielle, ben, elle va pouvoir le gérer elle-même plus facilement en tout cas. Et l'amélioration, bien entendu, de la satisfaction client, puisque ben, ça évite les erreurs, ça permet un accès autonome, des horaires beaucoup plus flexibles. Donc, ça va faciliter l'accès des clients au centre de self-stockage. Voilà, la FEDESA confirme encore une fois que c'est la norme du marché européen 2025. Euh, Autre norme, et on en a parlé tout à l'heure, c'est le multicanal, c'est recommandé, c'est le nouveau standard commercial. En gros, il faut que tu sois présent sur tout un tas de canaux de communication, entre 3 et 5 canaux actifs simultanément, tels que le téléphone, l'email, le chat, les réseaux sociaux, les formulaires web, et le tout, si possible, automatisé pour que tu n'aies le moins de possibilités possibles, car tu ne peux pas te décupler, d'où l'intérêt d'utiliser ici encore l'intelligence artificielle. L'objectif finalement, c'est de ne jamais perdre un lead. Tout doit être maîtrisé, contrôlé et accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est tout à fait réalisable avec l'intelligence artificielle. En fait, la FEDESA dit qu'un prospect qui ne reçoit pas de réponse dans les 2 heures part chez un concurrent. Donc les centres performants sont des centres qui auront mis en place donc des alertes instantanées sur tous les canaux, des réponses préécrites, des chatbots commerciaux capables de convertir eux-mêmes seuls. Enfin, dernier chapitre de ce rapport, c'est une touche positive pour finir. 70% des opérateurs voient les taux s'améliorer et les loyers s'améliorer dans le futur. Autrement dit, 7 opérateurs sur 10 estiment que le remplissage va augmenter, continuer d'augmenter ou rester dans des formes on va dire comme celle-ci, durant les 12 prochains mois. Donc c'est plutôt un signal positif. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que le self-stockage devient de plus en plus un service d'usage et plus seulement une simple solution de déménagement. Comme on a tendance à le dire avec Cédric, l'objectif du self-stockage, c'est de devenir une composante essentielle de la consommation des ménages. Autre explication à cette hausse, enfin ces potentielles hausses, ces estimations potentielles d'augmentation, c'est la hausse de la mobilité, les étudiants, augmentation des couples séparés, les freelances, les artisans itinérants, les e-commerçants, tout ça peut générer des demandes de réservation. Donc ce sont des clients qui sont fidèles au self-stockage. Donc voilà, tant qu'on continuera sur ces dynamiques-là, ça peut favoriser le développement des centres de self-stockage. Il y a aussi un manque de surface dans les logements urbains, donc un besoin structurel permanent, d'où l'intérêt de faire appel à des centres de self-stockage. En clair, le marché n'est absolument pas saturé, j'insiste. Même dans un contexte économique plutôt tendu, les opérateurs anticipent donc une hausse naturelle du remplissage. Enfin, concernant les loyers, les opérateurs estiment également qu'il y aura une hausse du prix moyen au mètre carré. Les opérateurs, d'ailleurs, le constatent puisqu'on a pris 4%, entre 3 et 4% de moyenne du tarif, d'augmentation moyenne du tarif en 2025 et certaines zones urbaines telles que Paris, Lyon, Barcelone, Amsterdam dépassent même 6 à 8% d'augmentation de loyer d'une année sur l'autre, donc c'est quand même considérable. Et même dans des zones secondaires, encore une fois, où il y a peu de demandes, on note une augmentation entre 1 et 2% des loyers. Alors comment expliquer cela? Tout d'abord par l'inflation, tout augmente et pourquoi pas les loyers des centres de self-stockage. Le marché est aussi un peu plus éduqué, les particuliers comprennent mieux la valeur de ce service, la sécurité, l'accessibilité, la propreté des centres. Donc tout ce travail que nous faisons tous les jours au quotidien, nous opérateurs de self-stockage, pour proposer le meilleur service possible, on le voit, c'est favorable, ça nous permet d'augmenter nos tarifs et de crédibiliser notre activité, nos services au plus grand nombre et de crédibiliser cette hausse des prix. Enfin, l'automatisation apporte aussi un service premium. Les opérateurs donc valorisent leur service par leur technologie dans leur prix. Donc,
Voilà, j'espère que cette vidéo sur le rapport de la FEDESA 2025 vous a plu. Vous avez vu, j'ai pas mal donné de données, je vous ai pas mal transmis de données chiffrées. J'ai essayé de traiter la globalité de ce rapport. Bien entendu, si vous voulez le consulter, n'hésitez pas à le télécharger. Le lien est dans la description. Encore un grand merci à la FEDESA. Et bien entendu, si vous êtes intéressé par le secteur du self-stockage, n'hésitez pas à me consulter. Il y a un lien calendrier dans la description pour prendre rendez-vous avec moi et discuter de votre projet. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Salut!